Tu ne peux pas être un cow-boy sans être bon au lasso. C'est la base. C'est quoi un cow-boy? Ça représente quoi pour toi un cow-boy? Je suis le cow-boy et le cow-boy c'est moi. Depuis que j'ai 4 ans, je me vois pas être autre chose. Sincèrement, j'ai toujours été un cow-boy. Je suis Madeleine, j'ai 17 ans, je suis en terminale littéraire et j'habite Chaponneau, c'est un tout petit village à côté de Lyon où il y a plus de vaches que d'habitants. Attention, l'invention la plus belle du monde, la couette. C'est vraiment la chose que je quitterais jamais, j'irais à l'école avec si je pouvais. Et je quitte ma campagne pour aller à la découverte du rêve américain de l'American Dream. Donc je pars en Californie, Hollywood, Los Angeles et San Diego. Moi c'est Valentin, j'ai 17 ans, j'ai un petit patelin en Ardèche. Et moi mon truc tu vois, c'est le basket, les potes, les big fêtes, les filles, ouais les filles. Et j'ai décidé de partir en Amérique pour visiter les grands espaces et l'Amérique traditionnelle. Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, j'habite à Montreuil dans le 93. J'ai fait la fête non-stop pendant 3 jours. Ah ouais, non mais c'était tellement bien. Et je pars dans le nord-ouest des États-Unis, à Seattle dans l'État de Washington et à Portland dans l'État de l'Oregon. Je vais découvrir l'Amérique écolo, alternative, grunge, d'une Amérique qui n'est pas cliché en fait. Et ça va être trop bien. Je m'appelle Paul, j'ai 17 ans et j'habite à Marseille. Marseille, it's the best. Marseille est la meilleure équipe du monde. Team of the world. Je pars entre Memphis et la Nouvelle-Orléans sur les bords du Mississippi au sein de la communauté noire. Et je vais essayer de voir cette élection d'Obama qui a chamboulé le monde, si elle a réellement changé des choses. Enfin, on va voir ça. Vous allez où? Je vais en centre-ville, s'il vous plaît. Oui, où ça? J'ai noté l'adresse de mon hôtel que j'ai cherché sur internet en France. J'ai une petite auberge de jeunesse sympa et... Alors c'est... C'est un hôtel? Oui, c'est un hôtel. India House in South Lopez Street. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Ah ça oui, 62 ans. Et j'ai pris ma retraite l'année qui a suivi Katrina. L'ouragan Katrina. Vous êtes à la retraite depuis 2006 alors? Oui, c'est ça. Et est-ce que les gens ont souffert de l'ouragan? Oui, ça a été très dur. Et les gens ne s'en sont pas encore remis. Beaucoup d'habitants ne sont toujours pas revenus à la Nouvelle-Orléans. Ils sont dispersés dans tout le pays, mais la majorité est au Texas. Thank you. Bon allez, merci encore. Bon, on se serre la main, mec. I shake your hand. Ok. Eh, j'ai vu votre casquette, vous êtes super fiers de l'équipe des Saints. Eh ouais. Ouais, ils sont champions, hein. 20 $ pour la chambre, moins ce que vous avez payé sur Internet, plus les 5 $ de caution pour les clés qu'on vous rendra si vous ne les perdez pas. Ok, donc ça fait 23, alors 5, 10, 15, 20 et 25. 25. Ok, je vous ramène la monnaie. Demande $2. M'accrocher à la moyenne. Je me connais pas, elle. Donc voilà votre dortoir. On a des casiers que vous pouvez utiliser. Putain, c'est le dortoir. Ça, c'est votre lit.
vos clés, et il y a toujours quelqu'un à l'accueil, donc n'hésitez pas. Merci. Ok, thank you. Putain, regarde l'état du lit, putain. Dans quoi je me suis embarqué, bordel. Bah, je vais aller faire un petit tour dans le quartier français, le French Quarter comme ils appellent ça, et on va voir ce qu'il en est là-bas, quoi. Je vais offrir ça à ma copine. Quoi? Truc de boule, il y en a un peu de partout, j'ai l'impression. Hein. Putain, le ricain, ils aiment ça. Hein. Hi, salut, mec. Ah, t'es un chien? Yes. Ouais, Ouais, comment tu te sens, là? j'ai un peu chaud. Ouais, j'imagine, tu as eu le soleil. Bon, allez, je te donne $1, parce que je sais qu'avec tout ça, là, ça doit être un peu chiant. Ouais, plutôt. Merci. Salut, toi. Ouais, j'adore tes cheveux. Ouais, je le pensais pas du tout, mais ça lui fait plaisir. Dans ton voyage, je vois beaucoup d'événements et d'émotions. Et tu vas rencontrer un ami pour la vie. Est-ce que je vais rencontrer une petite amie ici aux États-Unis? Non. Non, c'est trop dommage. Mais tu vas être un bourreau des cœurs. Arrête-toi. J'ai soif. J'espère que c'est autorisé au moins de faire du stop ici. J'en ai plein de queue, arrête-toi! Toi! C'est grandiose. Je vous montre, je suis bien allé à Hollywood, les cocottes. Hollywood Boulevard, c'était mythique. Et donc j'ai trouvé l'ambiance assez énorme avec tous les gens déguisés. Ah, je suis une gamine là, je suis folle. Ah, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. J'aimerais bien trouver la Clint Eastwood, Heath Ledger, mais je suis pas sûre qu'il y soit, et Johnny Depp. Bon, il y en a beaucoup que j'aimerais voir en fait, mais comme je ne sais pas trop qui est là, je regarde. Ouh, il y a George Clooney. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, pour vous, ce qu'est le rêve américain? Mon rêve américain, ce serait de réussir en tant que comédien. Est-ce que vous croyez en ce rêve? Yes. Oui, je crois que ce rêve peut devenir réalité. Et si tu vises le ciel, un jour tu seras parmi les stars. C'est vrai qu'on appelle cet endroit le boulevard des rêves brisés parce qu'il y a tellement de gens qui ont perdu leurs rêves ici et qui sont restés anonymes. Mais moi j'ai bon espoir et je sais que je vais y arriver. C'est énorme de voir ça en fait, d'avoir plein de gens déguisés, mais après c'est vrai que quand on creuse un peu c'est triste quoi. Même si certains ont eu de talent, par exemple Edward Moins d'Argent il m'a complètement bluffé. Johnny Depp, il était pas mal en Jack Sparrow. Ils se cachent derrière un personnage, ils peuvent pas s'affirmer eux-mêmes, quoi. Et vous, quelle est votre vision du rêve américain? Mon rêve américain, c'est une fille qui te ressemble, qui vient me voir et qui m'invite chez elle. Alors là, j'ai pas du tout compris. Au départ, quand je suis arrivée, je savais pas trop ce que j'allais trouver. Et je sais pas, avec les alternatifs, ils sont un peu bizarres. Pour commencer, je suis dans l'hôtel le plus branché de la ville, genre un bed d'hôtel et tout. Et vu que c'est une ville écolo, j'ai pris un vélo. Et Portland, on est dans une bike city parce que c'est la ville des États-Unis où il y a le plus de kilomètres de pistes cyclables. Sauf qu'en fait, c'est trop pourri parce que il y a beaucoup de pistes cyclables, c'est vrai, mais il y a personne dessus. Et donc j'avais pas l'air débile avec mon casque toute seule sur mon vélo là en ville. C'était ridicule.
Pourquoi vous chantez en français? Chana et moi, nous avons écrit une chanson. Elle a le son de français. Nous avons volé une petite ligne d'Apollinaire. Vous l'avez volé, oui? Oui, oui. Et nous avons créé une nouvelle chanson qui s'appelle Sympathico. Je ne veux pas travailler. Et est-ce que tu peux me faire visiter justement ton appart? Enfin, tout. J'ai voulu aller voir Thomas, le leader du groupe Pink Martini, parce que déjà j'adore leurs chansons mythiques. Et ensuite, vu que c'est un artiste, je me suis dit qu'il pourrait m'expliquer l'esprit de la ville, comment elle marche, enfin tout ça. Voilà. Oh, merci beaucoup. Et pourquoi tu t'es installé à Portland? Pourquoi tu as décidé de rester à Portland? Portland est une ville très tolérante et certainement la ville la plus agréable des États-Unis. C'est historique. Les gens qui sont venus dans l'Oregon étaient des gens très profonds qui voulaient vivre en harmonie avec la nature. C'est une région très progressiste. La première à avoir eu une loi sur le recyclage dès 1971. Le premier État à avoir eu un vrai projet d'urbanisme. Et par exemple, il y a eu 70 000 personnes pour Barack Obama quand il est venu pendant sa campagne, ce qui est le plus important rassemblement du pays. Quand on est en guerre, 10% de la population manifeste. Notre maire est homosexuelle. C'est juste un cadre de vie génial. J'étais un peu impressionnée en fait de voir le pianiste et compositeur de Pink Martini, bien sûr. Mais en fait, vu qu'il est super sympa et qu'il m'a vite mis à l'aise, bah ça a été... En plus, il se prend pas la grosse tête. S'il se prenait la grosse tête et qu'il fait genre ouais, excusez-moi, nanana, j'aurais peut-être été un peu impressionnée, ça m'aurait surtout saoulée, je pense que j'aurais envoyé balader. Mais bon, j'ai pas eu besoin de faire ça. Voilà, c'est Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. À la prochaine. C'est genre la classe, je pourrais me la péter maintenant. Tu vois, moi j'ai vu Thomas, le pianiste et compositeur du groupe Pink Martini. City, dans l'Utah, capitale de l'église mormone. We love Utah! Et aujourd'hui, c'est Pioneers Day. On fête la fondation de la ville par les premiers pionniers mormons. Et c'est dangereux. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je pense que c'est important déjà pour que nos enfants sachent ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Ils se sont sacrifiés pour qu'on s'installe ici et ils se sont battus pour la liberté de religion, pour qu'on puisse croire en ce qu'on veut. Et c'est essentiel pour vous la religion? Bien sûr, comme ça on sait d'où on vient et où nous irons après notre mort. C'est essentiel. Les pionniers, c'est important pour vous? Oui. Et pourquoi? Parce que sans eux, nous ne serions pas là. C'est pour moi ça? Merci. Oh oui. Ok. Thanks. Give one back. 5 minutes dance. Et toi, t'es super jolie. Je peux t'offrir cette fleur? Putain, mon premier râteau fait chier. I was enjoying the rainbow, safe under your raincoat, in the middle of June, in the middle of June. Aux États-Unis, tu vois, il y a 6 millions de Mormons. Bah, c'est énorme. Et rien que dans la ville de Salt Lake City, la moitié de la ville est mormone. Donc j'avais une chance sur deux de tomber dans une famille mormone et j'étais servi. Ah ouais, drapeau américain de partout quand même. Oh là là. Hey! Salut, c'est toi Jake? Oui, c'est moi Jake. Content de te rencontrer. Vas-y, rentre. Ah, tu es Valentin? Oui, c'est moi. Bienvenue. Je suis tellement contente que tu sois là. On était impatients de te rencontrer. Moi aussi, j'étais impatient. Bien, super. Je te présente mon petit frère. Salut, enchanté.
Quentin, Quentin, Jack and... Alors tu joues au basket? Basketball. Ça fait 11 ans que je joue alors. Et toi, tu joues? Oui, je joue. Je vais te battre. Tu crois ça, toi? En fait, en quelques mots, être mormon, qu'est-ce que ça veut dire? Être mormon, pour moi, c'est un grand bonheur. Parce que je crois en Jésus-Christ. Et si je suis une bonne croyante, un jour je retournerai vivre avec lui. Et ma famille fait partie de ce plan. C'est très important que ma famille puisse être avec moi pour toujours. Et on a un prophète vivant qui a reçu un appel de Dieu, qui lui a demandé de nous guider et qui lui a dit ce que nous devions faire pour être de bons mormons. Et dans la vie de tous les jours, ça se traduit comment de vivre comme un mormon? On ne jure pas, on ne dit pas de gros mots quand on discute, on ne boit pas d'alcool ou de vin, pas d'excitant, on se tient à l'écart de tout ça. On essaie d'être en bonne santé en mangeant une nourriture saine. On choisit bien nos amis. Ouais, ça c'est vrai. De la bonne musique. On choisit les films que regardent nos enfants. Oui, les films aussi. Comme Matrix par exemple. On nous demande de ne pas le regarder parce que c'est violent. Et j'imagine que c'est parce que ça encourage la violence. Si vous en voulez plus, j'en ai plus. Tu veux autre chose? On a de l'eau, du jus d'orange, du lait. Non, c'est bon, merci, c'est parfait. T'es sorti avec beaucoup de filles? Ouais, au moins une quinzaine. Et j'ai 50 enfants. Zero. Et toi? Moi, ça va. Tous les soirs? Putain, c'est ton beurre. Ça veut dire quoi, date pour toi? Sortir avec une fille, c'est quand tu l'invites et que tu lui payes un resto ou un ciné. Tu te balades avec elle, tu discutes, c'est cool. Et tu ne lui montres aucune trace d'affection? Non, mais bon, parfois, quand tu l'accompagnes, tu peux lui faire la bise. Je ne veux pas qu'il embrasse les filles. Quand je serai plus vieux. Oui, quand il sera plus âgé. Tu n'as pas besoin d'embrasser une fille pour lui montrer qu'elle te plaît et que le rendez-vous était sympa. Voilà, c'est comme ça. Enfin, ça, c'est ma mère. Hein. Mais c'est comme ça qu'on vous a élevé. Oui, je sais bien que tu as déjà embrassé des filles. Attends, la sexualité, c'est cool quand même. Faire un ou deux bisous au bout d'un moment, ça suffit. T'imagines, tu te maries à 25-30 ans. Pauvre mec, quoi. Pauvre mec. Et puis pas d'alcool à vie. Il passe aussi à côté d'un truc. Faut voir ce que c'est, il faut essayer. Après, si c'est pas bien, tu recommences pas. Mais il faut essayer, il faut faire un peu d'expérience. Je suis Zalabour. En fait, ce matin, j'ai rendez-vous dans une High School of Performing Arts. C'est un lycée en fait où les élèves, en plus des disciplines scolaires, on leur apprend à chanter, à danser. Voilà, c'est un peu l'école dont j'ai toujours rêvé. Et je suis Zalabour comme d'habitude. Attention, je suis coiffée comme une guenon. Allez. J'ai attendu mon bus pendant 20 minutes, il est jamais arrivé. J'ai l'impression que les transports à Los Angeles pour les ados, c'est vraiment pas ça. Je comptais un peu beaucoup sur les bus, donc là je crois que je vais devoir vraiment me déplacer en taxi. Je crois que c'est la seule solution d'avoir une voiture. Donc mon budget va exploser. Je crois que je vais bouffer du riz pendant 2 semaines parce que là, je vais être obligée de me déplacer en taxi. C'est une horreur, une horreur. Mais bon, c'est la vie. $50 s'il vous plaît. Mon unique billet de $100. Je crois que c'est la fin, je vais être obligée de le rendre. This is my once-a-year day, once-a-year day. Felt the morning sun and knew that this was my once-a-year day, once-a-year day. Even got a kiss from you, I feel like hopping up and down like a kangaroo. Jumping fences, climbing trees, what pleases me is what I'll do. Cause this is our once-a-year day, once-a-year day. Everyone's entitled to be wild, be a child, be a kangaroo, crazy kangaroo.
Bonjour, moi c'est Madeleine. Enchantée. Nice to meet you. En fait, j'essaie de réfléchir un peu sur le rêve américain et je voudrais savoir pour vous ce que c'est et si vous voulez être professionnel. Mon rêve, c'est de me produire sur scène et peu importe le spectacle. Plus tard, je veux jouer devant un public. Mon sentiment, c'est que je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas vraiment comment, mais je peux compter sur ma famille, qui me soutient à fond. Et je sais qu'ils seront toujours derrière moi. L'école me pousse à m'améliorer jour après jour. Donc, après le lycée, j'irai à la fac, à New York. Je jouerai à Broadway. Et je reviendrai ici pour jouer dans des grands films ou des séries télé. Moi, ça me fait halluciner, mais ça me fait un peu peur aussi parce que j'ai peur qu'ils soient trop déçus parce que c'est quand même... qu'ils fassent peut-être des images sur justement le vrai monde du métier, comment il est par rapport à l'image qu'ils sont, puis il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Génial. Maintenant, tout le monde dans ce cercle peut faire la même chose que moi. Allez, tous ensemble. Ok. Si vous décidez de faire un wow, il faut alors le pousser dans la direction opposée. Ok? Entraînons-nous à faire cet exercice. C'est parti, et c'est moi qui commence. La vraie question, c'est que faut-il avoir pour faire une longue carrière dans le spectacle? Ce qui n'a rien à voir avec comment devenir célèbre ou gagner plein d'argent, mais plutôt comment vivre en tant qu'artiste. De quoi ces enfants ont besoin pour durer. Et pas seulement trouver du boulot quand ils sont mignons pour une série télé ou une pub, et puis après, quand ils vieillissent et qu'ils sont plus aussi mignons, les voir se faire jeter. Donc, on démarre à la base. S'ils veulent être des artistes, on leur donne les bases pour faire carrière. Et s'ils ont un rêve, on va tout donner pour qu'ils se réalisent. Je pense que c'est hyper important pour l'éducation, pour être bien dans sa peau, d'avoir des compétences artistiques. Et moi, ce que je reproche un peu au système français, c'est justement d'être un peu trop scolaire. On n'a pas de choses qui sortent pour s'affirmer, pour se sentir mieux. Et c'est vrai que c'est l'école de mes rêves. Tu sais que les poissons aiment le chocolat? Oui, c'est vrai. Tu m'en passes? Oui, bien sûr. Regarde, il part en voyage. Mais non, il meurt! Oh! Oh my god! Oh mon Dieu! Il est mort! On devrait le manger. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Je le mange. Mais t'es malade, hein? Tu veux goûter? Ouais. Non, pour moi, c'était une découverte et je pense que de toute façon, il vaut mieux se taper une bonne grosse honte. Je pense qu'on a beaucoup plus de chances de se sentir mieux intégré en jetant à l'eau qu'en restant à côté en regardant. Je pense que rester 2 heures à aller regarder faire du théâtre, je me serais fait chier, quoi. Il y a un moment, c'est saoulant, quoi. Alors que là-dedans, j'étais bien dedans. Bravo! C'était génial! Bravo! Donc là, je suis au Rebuilding Center. C'est un grand entrepôt où il y a plein de matériaux pour construire sa maison ou juste changer une porte, une fenêtre, une lampe, tout dans ce genre. Et en fait, ils récupèrent tout sur des chantiers de démolition, donc tout est d'occasion. C'est que récupérer, en fait, c'est du recyclage. Et c'est ça l'Amérique alternative. Dans la société actuelle, on jette des tonnes et des tonnes de matériaux de construction qui pourraient être réutilisés ou servir à la communauté. J'ai créé cet endroit parce que c'était du bon sens de ne pas gâcher ces ressources. J'attendais plus un truc genre Emmaüs. Et en fait, j'ai jamais vu autant de baignoires, de toilettes et de robinets
aligné de ma vie, je crois. Ni de porte aussi, c'est hallucinant. C'est juste un exploit ce qu'ils ont fait en fait. Un truc de malade. Ici, le but, c'est de rendre les matériaux accessibles à des gens qui ont de faibles revenus. Par exemple, une porte comme celle-là, neuve, elle coûte dans les $40. Ici, on la vend $5. Ça m'a tué, ça m'a bluffé. Il y a des gens qui préfèrent payer le même prix pour démolir leur maison et que ce soit réutilisé que pour démolir et que ça aille tout à la poubelle. Dire qu'il y a des gens qui pensent à ça, c'est juste scotchant. Bon, bah, moi j'ai envie de travailler maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ok, tu sais retirer des clous? Non. Eh ben, on va t'apprendre. Ok. J'ai beau pas connaître, mais en fait, je kiffe faire ça. J'ai beau être chochotte, mais au final, j'aime bien. Et tu fais ça à plein temps? Oui, 8 heures par jour. Des fois même, je commence à 7h30. Ah, c'est du boulot. Ouais, et c'est pour ça que je suis souvent très fatiguée. Mais quand je vois le travail que je fais, tout ça pour l'environnement, ça me réchauffe le cœur. Et est-ce que tu es fière de bosser pour une organisation comme ça? Je dis à mes amis et à mes parents, c'est ça mon boulot, et vous aussi vous devriez recycler. J'ai mal aux mains. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. C'est cool de te rencontrer. Ouais, c'était sympa. Salut les mecs. À la prochaine, c'était sympa. J'étais contente de faire le travail manuel et de les aider pour aider justement toute la société. C'est plutôt cool. On se sent bien après. J'en rêvais quoi, le petit-déj typique américain, avec la pile de pancakes jusqu'ici, la crème a plus quoi savoir en foutre, ça va dégouliner de partout, ça va être dégueu mais ça va être bon. Oh vache, c'est vachement bon. Là j'ai un smoothie, parce que 5 fruits et légumes par jour, il y a un tout petit peu de crème. C'est le rêve américain dans mon assiette, quoi. À chaque fois, j'ai la petite boule qui est dans la petite émotion, là. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Dieu existe. Je vais chier de la bouffe américaine et ensuite, je vais aller faire un petit tour. Oh, toute la bouffe. Je comprends pas pourquoi vous avez tant de trucs. Le but, c'est d'avoir un an de réserve. Et je veux aussi être obéissante. Parce que c'est ce que nous demande notre Église. Et pourquoi l'Église mormone, elle vous conseille d'avoir un an de réserve comme ça? Parce qu'ils pensent que c'est important qu'on se prépare pour n'importe quelle catastrophe. Une catastrophe financière, une tornade ou un tremblement de terre. Comme ça, on peut survivre avec sa famille. Et toutes les familles mormones font la même chose ou il y a que vous qui le faites? On nous encourage à le faire, même les couples de jeunes mariés. Je trouve ça un peu étrange. C'est vrai que pour certaines personnes, ça semble bizarre. Mais c'est de la bonne nourriture. Ça me surprend un peu cette histoire. Toute cette nourriture là, juste parce qu'ils pensent aux tornades et tout ça. Ouais, il leur manque une case, je pense. Pour moi, c'est difficile à comprendre. C'est la première fois que je vois ça. Oui. Autant de nourriture. Autant de nourriture. Penser aux tornades. Mais c'est votre opinion.
Je vois de la communauté noire, mais je la vois ici, par exemple, pour divertir les touristes, enfin les blancs, quoi. C'est-à-dire que là, il y a 12 blacks qui sont en train de jouer de la musique et en regardant le public, il n'y a que des mecs comme moi, quoi. Pour l'instant, je suis resté que downtown, au centre de la ville. Et il faudrait que j'aille voir comment ça se passe, c'est-à-dire aller voir un peu les petites maisons des banlieues et de voir vraiment, de comprendre comment la communauté noire y vit. Et demain, je vais aller dans une assoce qui s'appelle les United Saints et c'est une assoce qui aide au rebuilding de maisons, donc à la reconstruction de maisons qui ont été dévastées et touchées par Katrina dans un quartier noir qui a justement été la proie de l'ouragan. C'est des élèves des étudiants de tout le pays qui viennent pour aider. Hi. Ok. Hi, I'm Jake. Ah ouais, c'est déjà vu. Ah ok, ici vous faites... Ok, en fait, ils serrent la main, ils font pas la bise. D'accord. Because in France... Parce qu'en France, avec les filles, nous, on s'embrasse sur les joues et les hommes, nous, on se serre la main. Shake hand. Excuse me. Putain, il faut pas que je leur mette un coup dans la gueule, là. Le jour de l'ouragan Katrina, j'étais dans la maison de ma mère. Dès le lendemain, l'eau a commencé à envahir les rues. On ne pouvait plus entrer dans la ville. Les rues étaient pleines d'eau et de troncs d'arbres. On ne pouvait même plus conduire. Un vrai bordel, quoi. Tu l'as dit, une vraie pagaille. On n'avait plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture. Tous les supermarchés étaient fermés. La nourriture pourrissait à l'intérieur. Les gens rentraient quand même de force pour trouver de quoi manger. Ah ok, d'accord. Ouais, je comprends. Putain. C'est défoncé, quoi. Le toit a été emporté. Je n'ai rien pu faire pour le réparer. Je n'ai pas assez d'argent. Et les assurances ne font rien pour moi. L'État, il a rien fait pour les gens comme vous? Ils m'ont envoyé 2 experts pour évaluer les travaux, mais ils n'ont toujours rien fait. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi c'est pas des gens de votre quartier qui viennent vous aider, des gens qui ont souffert de ça, qui viennent vous aider, plutôt que des étudiants des 4 coins des États-Unis? Dans le quartier, tu as plein de gens dans la même situation que moi, qui glandent dans les rues. Et ils ne font rien, rien du tout. Des gens de la même couleur que moi. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que j'y peux? Tout ce que je peux faire, c'est leur dire qu'il faut qu'on se bouge, qu'on s'entraide. Entre gens du même quartier et de la même communauté, on devrait réussir à s'aider. Et les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les jeunes. Car au final, ce monde sera le leur. J'ai ressenti de la peine pour lui et à la fois un espèce de sentiment d'injustice parce que tu vois que le mec il était dans la merde et personne n'a rien fait pour lui. Tout ça en fait c'est tous vos souvenirs quoi. Oui, mais il faudra que je m'en débarrasse un jour. Tiens, là c'est moi. C'est vous là sur le vinyle? Vous étiez un chanteur de soul? Oui, on faisait la première partie des Temptations. C'est un bordel sans nom. Tu as vu l'eau? Elle s'est infiltrée jusque dans les murs. Ah ouais, quand même. C'est de l'eau de partout, quoi. C'était un putain de désastre. Les seuls qui m'aident, c'est les United Saints. Ils font un sacré boulot pour moi. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans eux. Ce sont vos anges, quoi. T'as raison, c'est vraiment mes anges gardiens. Je vais aller retravailler. Mais j'apprécie. Hé, t'as pris du muscle, on dirait. Un petit peu, quand même, hein. Pourquoi vous êtes impliqué là-dedans? Pourquoi vous faites ça?
Ça vous apporte quoi de faire ça en fait? Moi, je pense qu'il y a 5 ans, juste après l'ouragan, plein de gens se sont mobilisés pour venir donner un coup de main. Puis, petit à petit, ils ont oublié, alors que les gens d'ici ont encore tellement besoin d'aide. En plus, avec toutes les catastrophes qu'il y a eu au Chili, en Haïti, les gens se sont tous précipités là-bas. Moi, je suis là parce qu'on ne peut pas oublier les gens d'ici, juste parce que c'est arrivé il y a longtemps. Ouais, j'ai pas mal discuté avec les Américaines, mais elles sont un peu coincées quand même, quoi. Donc, je peux parler facilement avec elles, tout ça, mais après, le reste, c'est un copain pour la vie. Moi, c'est l'église et la religion. Ma famille, je vais avoir un bébé à 21 ans. C'est un peu... Mais ceci dit, on peut facilement parler avec elles, quoi. C'est comme des potes, en fait, entre guillemets, donc... Là, je suis à Temple Square, le QG des Mormons. Ils ont quand même des sacrées églises. Il y a des Mormons de partout. Partout. Ça devrait être la Bible des Mormons, ça, je crois. Oliver Codéry. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Ah, hello. Bonjour. Yes. You are... Ah, vous êtes canadienne? Canadienne? Yes. Oui. Et vous? French. Français. Ah, vous parlez français? Ah, vous aussi, vous parlez français? Oui, Ah bah c'est parfait ça alors. Je viens du Québec. Québec. Je m'appelle Sœur Charlin. Oui. Et votre nom, pardon? Valentin. Valentin. Enchanté. Enchanté, ou je sais pas. Sœur Charlin, oui, ça va. Mademoiselle ou... mais en fait, on est des volontaires ici pendant 18 mois. Donc tu donnes 18 mois de ta vie pour travailler dans un espace religieux en fait. Pendant le petit tour, on peut vous expliquer en fait vraiment pourquoi, en fait, qu'est-ce qui nous amène ici. Oui, vous allez c'est important. Mieux comprendre. Et en fait, à la fin du tour, vous allez avoir la chance. La chance. Oui, voilà, la chance de remplir cette carte, puisque c'est seulement une demi-heure le tour. Les gens ont beaucoup de questions après. D'accord. Et donc, vous pouvez remplir cette carte et choisir un sujet qui vous intéresse, où les représentants comme nous pourraient venir en France vous partager un peu plus. Ici, on voit un petit peu le plan que Dieu a mis en place pour nous. Donc, la naissance, le mariage la mort. Et la mort. Ah ouais, c'est marrant. Pourquoi toi ou les autres, vous essayez de convertir au mormonisme? L'idée principale, c'est que ma famille peut être éternelle à travers le temps. Mais c'est seulement à travers cette religion qu'on peut faire ça. Okay. Donc, j'aimerais que les autres aient cette opportunité aussi. Au début, quand ils me racontaient ce que c'était les Mormons, je suis un peu cru dans le monde des bisounours. C'était chez les Mormons, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ils ont quand même essayé de m'embrigader dans leur religion. Et moi, je préfère avoir mes libres choix, dire ce que je pense, faire ce que je pense. Et là, ils m'ont vite fait embarquer. Pour moi, qui n'étais jamais venu aux États-Unis, j'avais un peu cette image formatée et complètement dans l'absurdité, quoi. C'est-à-dire que pour moi c'était les séries, les films, la musique, tout le monde il est beau, il est gentil, ici on fait de l'argent. Donc j'avais pas ce regard-là que... Maintenant, ouais, c'est ça, mon regard a changé, quoi. Je vois que ce pays-là, même s'il y a des hauts énormes, il y a aussi des gouffres, quoi. Il y a plus que des bas, c'est des gouffres. Et derrière quelque chose qui est fabuleux, c'est-à-dire tout ce qu'on a à French Quarter, ce rêve américain, ce beau coucher de soleil et le Mississippi, et de l'autre, j'ai tout ce qu'on voit pas et tout ce qu'on sait pas, et ça met une belle claque, quoi.
c'est là où tout commence, quoi. C'est là où je vais me permettre de découvrir des choses que jusqu'à présent j'ignorais et dont j'en avais aucune connaissance, quoi. Et c'est pour ça que j'attends Memphis avec grande impatience. Là, je suis à la gare de la Nouvelle-Orléans pour partir sur Memphis. Et je prends le train parce que l'avion, c'est hors de prix, quoi. J'ai besoin de votre billet et votre passeport, s'il vous plaît. Mon passeport, ok. C'est la psychose américaine, quoi. C'est comme dans l'aéroport. Passeport, on enregistre les bagages. Vous signez là, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde va à Memphis, là? Peut-être la galère. C'est de la bombe. Ah, lis le journal de Bridget Jones. Bon, j'ai donné avec l'américaine de United States, là j'ai compris que c'était pas pour moi ces filles-là. Hein. J'arrête. Je suis tout à vous, fille française. Je m'appelle Paul. C'est quand ton anniversaire? Le 23 août. Et tu dors où à Memphis? Quel hôtel? Je suis pas dans un hôtel, mais je reste quelques jours dans une famille. Nous aussi on habite Memphis, c'est génial. Alors? On peut prendre une photo avec toi? Ouais, pas de problème. Putain, mais rien que pour les meufs, t'aurais dû m'emmener à LA. Non, s'il y avait... Non, franchement. Venice Beach, c'était énorme, enfin, c'est complètement déjanté en fait. NCIS. You are here? Yes. Yes. Okay. Thank you. À Venice Beach, en fait, j'ai rencontré une assoce qui m'a montré une autre facette du rêve américain. Il y a quoi là-dedans? Il y a de la nourriture, des préservatifs, des vêtements et des infos. C'est quoi le profil des gens que t'as dans la rue? Par exemple, ils ont toujours le même âge? On rencontre vraiment des gens de 12 à 24 ans. Tiens, une brosse à dents. Et s'il te plaît, Madeleine, passe-moi du shampoing et du gel douche. Et est-ce que vous pensez que cet endroit attire en fait le plus de jeunes parce que justement c'est Hollywood, c'est un endroit qui fait rêver? Hollywood représente toujours cet endroit où tu peux être découvert et devenir célèbre. Ça reste un endroit qui attire les jeunes. Beaucoup d'artistes, de musiciens viennent ici en pensant que ça suffit pour être une star. Mais ça marche pas comme ça. Tu veux l'essayer? No. Il y a d'autres vestes comme ça? Votre but c'est de les aider plus sur le moment ou c'est de les aider et après de pouvoir les faire sortir de la rue? S'ils ont envie de suivre nos différents programmes et vont jusqu'au bout, on peut les aider à trouver un job et un appart. Dans l'absolu, on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais malheureusement, dans la réalité, on va surtout à leur rencontre pour que dans la galère, ils se souviennent qu'on est là et qu'ils peuvent faire appel à nous. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de croire qu'on vit dans le monde des bisounours, même si c'est triste. Et moi, j'aime vraiment savoir la réalité des choses. Et donc je voulais voir s'il y avait un envers du décor. Enfin, j'avais la certitude un peu qu'il y en avait un.
Ouais, en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin, de savoir comment ça se passait après pour les jeunes que l'association aidait. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allée voir Clinton. Hello. Salut. T'es Clinton? Ouais, c'est moi. Contente de te rencontrer. Moi aussi. Ici. Ouais, c'est chez moi. Voilà ce qui me motive. Ouais, c'est quoi ça? Un Oscar. C'est ça que j'essaie d'avoir. Ah, yes. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Et avant de vivre ici, t'étais dans la rue? Ouais, je vivais dans la rue. J'avais 17 ans à l'époque. J'étais venu ici à LA avec l'envie de devenir acteur. Et je pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça à Hollywood. J'étais sûr qu'à peine descendu de l'avion, j'allais rencontrer des stars de cinéma et que ça allait démarrer, mais en fait pas du tout. À un moment, j'ai voulu rentrer chez moi, dans le Missouri. J'ai 15 frères et sœurs là-bas. Je suis l'aîné et ils espéraient tellement que ça marche pour moi. Ils m'appelaient tous les jours pour savoir si ça décollait, et même quand je vivais dans la rue. Ils espéraient que je devienne le nouveau Denzel Washington. Je suis toujours leur héros, mais j'ai l'impression d'être un raté. J'ai toujours pas eu le courage de les appeler et de leur dire « Hey, c'est plus dur que ce que vous croyez ». Je t'offre un verre? Tu sais, tout le monde a cette image d'Hollywood comme étant un endroit magique. Mais en fait, c'est le contraire. Si tu viens ici en espérant être une star de ciné, tu te plantes complètement. Et est-ce que parfois tu arrives à imaginer ta vie si t'étais pas, si tu devenais pas acteur à Hollywood, enfin si t'étais pas quelqu'un de célèbre? Non, c'est pas possible. Je dois devenir acteur. C'est écrit. J'ai pas encore rencontré quelqu'un qui a autant envie que moi d'être acteur. En fait, je me rends compte que ils sont pleins à vouloir faire le rêve américain. Et je suis désolée, je vais me mettre à pleurer parce que I'm sorry. En fait, ce qui est dur, c'est que on voit qu'ils sont pleins à vouloir faire le rêve américain et que c'est pas des gens idiots qui font rien, c'est qu'ils se battent pour réussir à faire ça. Et ils sont tous persuadés qu'ils vont percer. Et enfin, on se rend compte qu'il y en a. Je suis désolée. On se rend compte qu'il y en a plein qui vont jamais réussir et que ça va être dur pour leur famille d'un jour avouer la honte de jamais avoir réussi à être célèbre, de te dire que ils ont mis plein d'efforts, ils sont sûrs qu'un jour ils vont réussir à y arriver. Et en fait, c'est sûr qu'il y en a qui vont pas y arriver. Et c'est vrai que c'est un peu dur à encaisser, quoi. Voilà. Tu sais, Hollywood, c'est comme ça. Et ça sert à rien d'être triste. Il faut l'accepter et continuer à avancer. J'ai atterri chez une famille bobo bio-écolo. Graham, le fils, c'est un peu un bolos qui kiffe ses poules. Le père, Ken, il tient un resto bio. La mère, Leslie, prof de Pilate. Elle a son potager avec plein de trucs, ils ont le compost, ils recyclent, ils ont des abeilles aussi. Regarde les abeilles. Il y a encore une heure, elles volaient partout et maintenant, elles vont se coucher. Elle était mignonne parce qu'elle était tout le temps exaltée de tout et tout. C'était mignon. Au bout d'un moment, c'était relou, mais c'était mignon. Regarde les petites pêches. Le monde merveilleux de Bioland. On essaye de convaincre nos voisins de ne pas utiliser de pesticides. On veut maintenir nos abeilles fortes et vigoureuses. Eux, ils sont vachement à fond dedans. Vachement à fond dedans. Ma mère, elle kifferait. J'utilise du shampoing bio, du savon bio,
Comme ça, quand l'eau est évacuée dans les rivières ou dans l'océan, ça ne tue pas les animaux et les plantes qui y vivent. On va manger bio maintenant. Tu aimes le vin? Elle est française, bien sûr qu'elle aime. C'est trop bon. Et tout ça, c'est bio? Oui. Nous et les gens qui se sentent concernés, on essaye de réduire ce qu'on appelle l'impact carbone de ce que nous mangeons. On mange un maximum de produits cultivés dans la région et ainsi on ne contribue pas à augmenter la quantité de gaz à effet de serre dans l'air. Pour moi, enfin pour nous, vous êtes un peu, pour les Français, vous êtes un peu des extraterrestres parce que des Américains bioécologiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas l'image qu'on a des États-Unis. Tu sais, politiquement, on est un peu différent ici. On voit les choses d'une autre manière, mais je pense que dans tout le pays, il y a des gens qui partagent les mêmes opinions. Peut-être pas dans les mêmes proportions. Tu veux aller au lit? Ouais, j'aimerais bien. Eh bah vas-y. Can I sleep in your bed but without you? Est-ce que je peux dormir dans ton lit mais sans toi? Et moi alors, je dors où? Non mais tu sors. Granny? Non. Je vais bien emmerder Graham quand même. Le lendemain matin, pendant que Graham il bossait au resto de son père, je suis allée au marché bio avec ses parents. On a pris le tramway et en fait le tramway dans le centre-ville, c'est gratuit. Et c'est trop frais parce que du coup les gens ne prennent pas leur voiture, ils prennent plutôt le tramway. Tu peux faire la même chose à Paris. Au marché bio, c'était genre les gens ils viennent en famille et tout. Il y a de la musique, il y a un orchestre, les gens ils restent, ils se posent et tout. C'était super sympa. Ma mère elle kifferait venir ici, elle s'éclaterait. Hein. Tout est gros aux États-Unis, jusqu'aux tomates. C'est ce qu'on utilise pour les hamburgers. C'est pile la bonne taille. Je suis sûre qu'ils ont créé des tomates exprès pour les hamburgers, les Américains. Je suis certaine. Mais je vous dois. Et les tomates? Dans le sac. It's a grass. Du riz organique, des noisettes, des fraises, tout. On est dans un marché fermier à Portland. J'imaginais trop pas ça, quoi. J'imaginais que des supermarchés, quoi, des gros trucs industriels, de la bouffe industrielle. Chèvre en huile, chèvre avec des herbes, pas sûr qu'ils sachent faire le fromage. Pourquoi ils le foutent dans la glace? Comme ça, il n'y a pas de bactéries sur le fromage. Les Américains. En France, on n'a pas ça. Genre une robe, une jupe et plein de t-shirts que je mets plus. Donc autant en avoir d'autres. Celle-ci est super mignonne. Je la mets plus avant. Je sais, mais je la mets plus. Oui, tu veux de nouvelles fringues? 14,50 $. Celle-là, je te la reprends pour 12 $. Tu as 37 $ en bon d'achat dans le magasin ou 26 $ en cash. Je préfère utiliser mon crédit boutique. Trop bien. Ok, on va dévaliser la boutique. Alors lui, je vais jamais le jeter, il va rester en sac à main même, un peu grand pour être sac à main, mais... Quel côté? Comme ça, c'est bon? It's cool.
pour ici, ça passe, tu vois. Mais demain, je vais au bahut comme ça, on me laisse pas rentrer. Hein. Je pouvais pas venir en Californie sans faire du surf. Alors aujourd'hui, je vais faire du surf. Enfin, je vais essayer parce qu'à mon avis, je vais manger l'eau. Et puis bah, mon mono, c'est la panoplie du surfeur. Le beau blond, le musclé nickel. On a beaucoup parlé de religion à table avec tes parents, mais pour toi, la religion, c'est vraiment important pour toi? Ça fait partie intégrante de moi, et j'aime vraiment être mormon. Et maintenant que tu es allé à Temple Square, que tu as pu observer ce en quoi nous croyons et ce qu'on ressent, qu'est-ce que tu penses des Mormons? Bon, ce qui est difficile à comprendre, c'est la vie éternelle après, que après la mort, on voit la famille. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que vous faites des missions comme ça pendant 2 ans pour ramener les gens vers votre religion. Donc c'est un tout petit peu, c'est une mini-secte en fait pour moi. Tu sais, c'est important pour moi de servir Dieu et Jésus-Christ. Et de permettre à d'autres de ressentir le même bonheur que moi. Et je pense que ça vaut la peine de donner 2 ans de sa vie à Jésus-Christ et à Dieu. Oh non, mais c'est pas possible! Fais de chance, fais de chance. T'es un mec sympa, et si tu veux, si tu as le temps, viens en France. Tu m'invites? On se fera des grosses fêtes, parce que t'as l'âge d'aller en boîte. Et je te présenterai mes potes. Ouais, ce serait génial. Alors ça y est, tu t'en vas? Oui, j'ai pas envie de partir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, allez. Salut. Merci. Merci. Allez. Oh. Putain, il s'arrête. Thanks. Oh! Oh, l'enfoiré! Il est con, lui! Je fais du stop. Je cherche un camion et personne ne veut me prendre. Vous pouvez, vous? Là, tu vois, j'aime pas trop les Français. J'apprécie pas trop votre politique. Vous êtes socialiste. En plus, vous laissez les musulmans détruire votre pays et vous vous laissez marcher sur les pieds. Alors, tu vois, tu montes pas dans mon camion. On est à Aberdeen, dans la vraie Amérique, l'Amérique profonde. Il n'y a pas que l'Amérique bobo et écolo, voyons. Ah, je suis heureuse comme ça. Ah, c'est énorme. Je suis dans un vrai camion, ça y est. Depuis que je suis tout petit, je vais avec les petits camions, les petites maquettes. Et là, je suis dans un vrai truc de fou camion. 2 lits,
10 vitesses et regarde ce truc. Wow. Nice. Putain, je vais une 201 vie de chier, moi. Ah, sans déconner, regarde où il m'a laissé. Regarde. La galère, je te dis, la galère. Première impression, quand je suis arrivé au ranch, j'ai fait waouh. Ah, je suis cru dans un film au début. C'est un bon western. J'adore votre ranch, trop beau. Oh merci, c'est vrai qu'il est magnifique. J'aime votre famille, j'aime tout le monde. C'est pour moi? Yes, very good. Very good. Gordon, c'est un vrai de vrai. Hein. Il a que 15 ans, mais c'est déjà un vrai. Pour avoir le look cowboy, c'est mieux. Ouais. C'est parfait. Vas-y, tourne. Quand ils m'ont dit, allez, prends ton cheval, Rocket, il s'appelait Rocket, tu vas nous aider, je fais, ça y est, quoi, mec, j'y suis, quoi. Je suis dans la vie du ranch. Putain, il part vite, toi. Je suis parti avec eux dans les plaines. À la prochaine. Tu vois super loin. Il y a juste les montagnes qui te mettent en limite. Tout seul, au milieu de nulle part. Juste les bruits des chevaux des pas. C'était very good. Pourquoi vous faites tout ça à cheval et pas en bagnole? Oh, tu sais, les chevaux ont fait leurs preuves. L'utilisation des machines, c'est assez récent. Peut-être une 50aine d'années. Alors que l'utilisation des animaux par les hommes remonte à 10 000 ans. Peut-être même 15 000 ans. Ah ouais, ça fait très longtemps. En plus, sur ces terres sauvages, c'est trop dur d'utiliser des machines. Ok, d'accord. L'autre raison pour laquelle il faut continuer à travailler avec nos méthodes traditionnelles, c'est qu'on représente une agriculture avec très peu d'empreinte carbone. Tout est fait à la force des bras. Il m'a crevé le poney. Oh, c'était bien cool la balade, mais... Ça fait du bien, ça. Je reviens avec des blessures de guerre quand même, hein, mais bon, c'est pas très grave. Ça forge. Métier qui rentre. Tu t'en remettras. Difficile, hein. 3 égratignures, ça a jamais tué personne. Déjà le fer brûlant, tu vois, le truc rouge, à vif sur la pauvre vache qui avait rien demandé. Elle avait rien demandé, la pauvre vache. Elle avait rien demandé du tout. Ah, c'est vivant, hein. C'est pas, je sais pas, c'est pas une brique, c'est pas un caillou. Ça vit une vache, ça court, ça mange, ça rote, ça pisse, tout comme nous. Et là, c'est bien violent quand même. J'ai mal pour elle, hein. Ouais, quand ils m'ont dit, bon, cette vache, elle est pour toi, tu viens la marquer. Là, je faisais pas le mariole. La gorge qui se resserre, le ventre serré, tout ça. Et si je perds mes moyens, je fais quoi en cas si j'ai un problème? Il n'y a que toi qui sais si ton cœur est honnête. Mais si tu libères ton esprit, tout ira bien. Tu vois, il faut faire un 9, ok? Donc tu appuies là. Elle est nerveuse, là. Ouais, elle est nerveuse. Ouais. Tout de bourrin, quand même, hein. Leur vie, c'est...
préfère la mienne, hein. Je préfère largement ma vie. Tu dois être Jerry, c'est ça? Oui, c'est moi. Et toi, c'est Paul? Oui, c'est cool de te rencontrer. À Memphis, j'avais envie de voir comment vivait un ado noir de la classe moyenne. Et là, je découvre un jeune Américain de mon âge, Jerry Rashan Thompson. Il est quarterback de son équipe au lycée. Et, sinon, c'est une vie de famille géniale, quoi, avec la mère qui rigole tout le temps, le père qui a un gros vanneur. Est-ce que tu joues au foot américain? Non, je joue juste au foot normal, quoi. Ah, donc tu ne te sers que de tes pieds? Ouais, juste mes pieds et jamais mes mains. Tu joues pas mal pour un Marseillais. On va pas être potes, mon gars. Hé, parle-moi un peu de ce match de foot acheté par l'OM. Hein? Ouais, laisse tomber, c'est rien, ça. Voler un match, c'est rien. Aux États-Unis, tu prendrais 20 ans pour ça. 20 ans? 20 ans, ouais. À Marseille, les gens, ils sont fiers de ça. Eh oui, monsieur. Fiers de ça. T'as combien de petites amies? 0. Je te crois pas. Eh, malheureusement, c'est vrai, hein. T'avais une chérie dernièrement? Ouais. C'est elle qui t'a acheté ou c'est toi? Ah, j'ai pas envie de répondre à ça. Comment tu dis « ce plat est excellent » C'est de la bête de bouffe. De bouffe. Voilà, c'est de la bête de bouffe, mon frère. C'est de la bête de bouffe, mon frère. Voilà. C'est un putain de bon repas, ça. Hé, regarde, il fait ça comme les rappeurs de la côte ouest. Dites-le, dites-le. De bouffe, mon frère. Comment tu dis « tu es très belle » Comment tu dis à une fille qu'elle est canon? You're good looking. Tu as les yeux. Tu as les yeux qui sentent le cul. Le cul. J'ai voulu aller à San Diego parce que je pense qu'on ne peut pas parler du rêve américain sans parler de la question de l'immigration. Et à San Diego, en fait, t'es à 1 heure du Mexique et il y a une communauté mexicaine qui est énorme. Je suis à San Diego, au plein cœur du quartier mexicain à Chicano Park, et c'est la fête, c'est énorme. En fait, t'as 2 rêves américains. T'as celui du mec qui veut être célèbre, enfin ouais, être dans le showbiz quoi, et celui des Mexicains qui veulent simplement un boulot pour pouvoir nourrir leur famille. Ça représente quoi toi, Chicano Park? Pour moi, c'est une façon de revenir à mes racines mexicaines, là d'où viennent mes parents et ma communauté. Ça, c'est du cactus. Moi, je vais manger ça. Depuis combien de temps vous vivez là? Ça fait 20 ans. Et pourquoi vous avez décidé de venir habiter aux États-Unis? On a déménagé parce que les enfants devaient aller à l'école. Et on ne voulait pas qu'ils aillent au Mexique. On préférait aux États-Unis. Et pourquoi pas au Mexique? En ce moment, c'est très dangereux au Mexique. Et je pense que nos enfants ont de meilleures chances de réussir ici. Vous considérez comme Mexicains, Chicanos, ou comment on dit, ceux qui vivent aux États-Unis? Je suis citoyenne américaine, mais je me considère mexicaine. Va mettre ça sur la table. Orange? Yes, please. Thank you. On connaît plein de gens qui n'ont pas de papier. Ce quartier est majoritairement latino. 99% des gens sont mexicains. Et la moitié n'a pas de papier. Ils n'ont aucun droit parce qu'ils sont sans papier. Et donc beaucoup d'employeurs en profitent.
Ils les font travailler et ils ne les paient pas. Et vous pensez que ces sans-papiers, ils sont plus heureux quand même aux États-Unis ou qu'ils auraient été plus heureux en restant au Mexique? Pourquoi viennent-ils? Il n'y a pas de travail, rien à manger. C'est dur. Tu imagines si déjà c'est dur pour nous, qui sommes citoyens américains et qui avons des papiers, alors pour des clandestins? Parfois je me dis que ça en vaut pas la peine, parce que quand ils arrivent ici, ils doivent se battre. Et est-ce que vous êtes bien intégrés aux États-Unis? Enfin, est-ce qu'il y a du racisme envers les Mexicains ou pas? Il y a beaucoup de racisme. Ça ne se voit pas à première vue. Par exemple, quand je vais dans des grands magasins très chics et très chers, les vendeuses sont comme ça parce qu'elles pensent que je vais voler. Les vigiles me suivent, ils ne me disent rien, mais je le sens. Je suis arrivée à Seattle, c'est trop cool, il caille à mort, mais c'est pas grave. Seattle, c'est une ville un peu dark, enfin genre tu vois, il pleut tout le temps, il fait vraiment un temps pourri. Mais les gens ils sont trop cool, ils ont des looks de malades. Et enfin on pourrait dire genre ils sont super fiers et tout. Mais non, trop pas, ils sont vachement investis dans l'écologie. Enfin genre des trucs hallucinants le samedi matin quoi, au lieu de dormir ou de faire du shopping. Genre limite ils sortent de boîte et ils vont direct défricher des collines et des parcs de la ville. Et justement vu que je suis super manuelle et que j'avais trop envie d'y aller, et donc du coup je suis allée défricher une colline de la ville. C'est là que j'ai rencontré Kino et ce fut le coup de foudre. Dans le cadre du lycée, on doit faire 60 heures de volontariat, comme on fait ici par exemple. Moi, ça fait 4 ans que j'ai fait mon quota. Et aujourd'hui, je viens pour le plaisir. Ça m'a impressionné de voir tous les gamins de mon âge faire ça parce que en France, à côté, on est des gros feignants et on n'irait jamais faire ça. Il y a des mecs qui sont payés pour faire ça, tandis qu'aux États-Unis, quand ils le font, ils ont l'air à fond dedans, donc je trouve ça trop cool. Ah ouais, je suis mal barrée. J'ai la phobie des araignées en plus, je vais en avoir plein. Bon bah je suis bien partie. Allez, let's go. Si tu tombes, je te rattrape. Oui, vraiment? Merci. Mais je tire comme une malade et je retire presque rien, ça me fout à bout. Oh, j'ai peur. T'es sûr que ça va? Tu t'éclates? Ouais. Je suis végétalien parce que je pense que si je peux vivre en bonne santé sans tuer d'autres créatures, c'est mieux. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. Mais les animaux, genre la vache, ils naissent pour mourir, enfin pour devenir notre nourriture. Enfin, c'est normal. Yes. Je crois pas du tout à ça. Mais regarde, le loup, il mange le mouton. Et le chat, il mange la souris. Si on maintient ces animaux en captivité et qu'on les utilise pour notre nourriture, alors on les retire de leur milieu naturel et donc les prédateurs ne peuvent plus les manger. Donc on sacrifie les autres animaux au profit de notre consommation. Et pourquoi tu penses que c'est meilleur pour l'environnement d'être végétalien? Parce que ça coûte très cher de nourrir ces animaux et ça nécessite beaucoup de terre pour finalement assez peu de nourriture. Ça met donc une pression sur l'environnement. Je suis sûre que je suis plus fort que toi. Non, you stay here. Comment il est Kino? Bah Kino il est mignon, mais pas très beau. Enfin genre il a un putain de regard, meuf. Quand je dis qu'il a un putain de regard, c'est il te fait son regard et son sourire. Il est pas très beau, tu vois, il est pas si beau que ça, mais il fait son sourire et son regard. Tu tombes par terre. Sur la vie de ma mère. Ouais, à Memphis, je me suis mis dans la peau d'un étudiant américain et je suis allé au bahut avec Jerry.
avec un lycée gigantesque, quoi, 2500 personnes à l'intérieur. Jerry, c'est l'étudiant américain parfait. C'est le mec qui va au lycée, qui fait du sport là-bas. Il bosse pas trop en cours, enfin il est comme nous. Et sinon, ce qui m'a marqué là-bas, c'est qu'ils ont tous les sports, le foot américain, le baseball. C'était, ouais, franchement, moi j'ai kiffé quoi. Les grands couloirs avec les casiers, dès qu'il y a la sonnerie, il y a tout le monde qui sort dans les couloirs, ça se bouscule de partout. Et encore une fois, quoi, les ados américains qui sont pas timides du tout et qui viennent me voir. Qui es-tu, qu'est-ce que tu fais là, nanana, et tout le monde quoi. Ça, j'ai trouvé ça génial. D'où tu viens? De France. Ah, ok. C'était sympa de te rencontrer. Ouais, salut. Salut. Comment ça va? Bien. Je m'appelle Molly. T'es dans la même classe que Jerry? Oui, on est potes. Bon, ben, c'était cool de te parler. Ouais, c'était cool. C'est une copine à toi? Laisse tomber. Juste une connaissance. Tu veux t'en taper une? Quoi? Tu veux te taper une américaine? Un vagin américain? Ah, vas-y. Ça se fait pas de dire ça. En fait, il se lâche quand il est pas avec son père. And swing. Oh là là, je suis pas loin à chaque fois. C'est super dur. Enfin, pour moi, c'est dur. Comme ça, mon lasso est bon. La boucle est à la bonne taille. Ok. Là, ta boucle est trop longue. Trop longue? Voilà, c'est bon. Regarde la vache. Ne fais pas... Écoute. Ne fais pas attention à la caméra. Ne fais pas attention à ton nez. Oublie tes autres sens. T'es là. Il n'y a que toi, le lasso et la vache. Je veux y arriver. C'est une forme d'art. Et la plupart des gens ne le savent pas. Ils ont tort. T'es en train de l'apprendre. J'ai la chance de l'apprendre. T'as de la chance d'apprendre ça. Je te le dis. C'est de l'art. Des années. Des mois. Des décennies. Ça fait à peu près 11 ans que je m'entraîne au lasso. Et je suis loin d'être bon. Pas bon du tout même. Mais, tu sais, je m'entraîne. Et plus je m'entraîne, plus je suis bon. Pourquoi c'est si important pour toi, le lasso et tout ça? Tu ne peux pas être un cow-boy sans être bon au lasso. C'est la base. C'est quoi un cow-boy? Ça représente quoi pour toi un cow-boy? Je suis le cow-boy et le cow-boy c'est moi. Depuis que j'ai 4 ans, je me vois pas être autre chose. Sincèrement, j'ai toujours été un cow-boy. Il savait ce qu'il voulait. Moi, par exemple, je sais pas trop où je vais encore. Et il m'avait vraiment donné une leçon de vie. Il était, pour un gars de 15 ans, oh, la maturité qu'il a pour un gars de 15 ans, c'est impressionnant. Je vais dormir dehors, à la belle étoile, très excité. Bon, il y a juste les gros crapauds, bon, ça fait... c'est pas terrible, mais bon. Ça devrait bien se passer, normalement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Have a nice night. Passez une bonne nuit. Nice night. Nice night. Sleep well. Nice night. Okay. Nice night. Yes, good night. People talk about you when I mention your name. I can tell they doubt you, but they don't want to say. Checking if we're lovers and then walking away. When I say too much, when I say too much, yeah. J'ai vécu une nuit catastrophique. Ça grouillait de partout, des insectes de partout.
jusque dans le duvet, là, dans les jambes, là. Je sentais bouger. Et puis, bah, c'est la vie d'un cow-boy, hein. Et je voulais voir ce que c'était, ben, je suis servi. Hein. Et bon, j'espère que la deuxième nuit va bien se passer, et puis on verra bien. C'est la vie. Hein. I like you in your pajamas, without your manners, just like you do. I like you late in the evening, always receiving more drinks than two. Oh, l'Amérique pour moi c'était les buildings, tout ça, les paillettes, les grosses voitures, McDo, tout ça. Que nenni, non. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est de voir que des gens peuvent vivre encore comme au ranch, de manière si simple, il n'y a pas de superflu, c'est beau, ça m'a ému de voir ça en fait, c'est une super vie qu'ils ont. Ah putain, je pisse dans le parc national du Grand Canyon. C'est pas beau ça? C'est pas un shot de rêve? Oh putain. Oh non, la galère. Bon, ils sont ces putains de ricains là. J'avais rendez-vous. Je suis au beau milieu de nulle part là et... Je peux plus. Je sais pas où ils sont. C89.5, Kino est dans le studio. Et j'attends vos dons au 206 421 89 89. Deuxième jour de recherche de fonds aujourd'hui et nous avons toujours besoin de 140 000 $ d'ici la fin de la semaine prochaine. Vous pouvez nous aider en vous connectant sur notre site web. Restez à l'écoute pour le nouveau morceau d'Estelle. Mais tout de suite, c'est Flanders by My Side. Kino, il est en terminale dans son lycée et en fait, il a pris l'option radio à son lycée. Et c'est juste une radio énorme. Ils ont vachement de moyens et c'est dirigé entièrement par les élèves. C'est comme une radio professionnelle en gros, sauf que là, c'est une radio d'un lycée. Salut, c'est Emma, je suis française et je suis sur C89.5 FM. Là, tu peux voir certains des artistes qui ont rendu visite à la radio. Et t'as vu tous ceux qui sont là, en fait? Presque tous. J'étais là pour Lady Gaga. Je suis tellement jalouse. Et pourquoi Lady Gaga, Rihanna, elles viennent ici là? Nous sommes la radio dance numéro 1 aux États-Unis. Les artistes viennent ici parce qu'on passe leur musique. Et on est très fiers de dire qu'on a lancé Lady Gaga. On a été la première radio à passer ses morceaux. Donc on peut dire qu'en quelque sorte, on lance les modes. Est-ce qu'il y a de la pub sur cette radio? C'est une radio sans publicité, donc on passe aucune annonce. C'est plutôt rare. Il y a peu de radios sans pub aux États-Unis. Quand tu parlais dans le micro, tu parlais de récolter, comme il y a écrit, 140 000 $ avant la fin de la semaine. Enfin, c'est quoi? On cherche à récolter 140 000 $ de dons. On organise ça tous les 6 mois. C'est pour financer nos frais de fonctionnement. Le rectorat ne nous donne pas d'argent. Souhaitez-vous régler par carte bancaire? D'accord. Visa ou Mastercard? Merci beaucoup pour votre don. Elle a donné combien, la personne? Elle a fait un don de 10 $. C'est un producteur aussi, je sais pas quoi. Bass Hunter est dans le studio avec nous. Salut Bass Hunter. Comment ça va, Richard? Et toi, la forme? Je suis à fond. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu réalises que t'es dans un lycée. Ouais, je t'avoue que ça me fait un peu flipper. Ça me rappelle l'époque où j'y étais. C'était pas vraiment mon truc. 100% de notre budget de fonctionnement vient de dons. Vous êtes vraiment hallucinant. On applaudit. Ce mec, c'est Bass Hunter, c'est un Suédois qui fait de la musique, qui fait Nayoga, Bref, il fait ça et il fait de la dance music, quoi, en gros.
Il est plutôt connu, hein. Il a fait un bête de carton l'été dernier avec ce morceau. On chante Niall Girl avec la. Je peux prendre une photo avec toi? Merci. Super. Je vais la reprendre. Non, c'est moi qui vais la prendre. Ok. J'insiste. T'as bien dormi? Bien. Je t'ai entendu ronfler. Non, j'ai pas ronflé, c'était Jerry. Je te l'avais dit. Il ronfle super fort, pas vrai? Ouais. C'est pendant 2h30, on va à la messe de Pâques. C'est hyper important pour eux. Ils voulaient que je mette une chemise, donc la religion, c'est important. Et après, on va servir au resto du grand-père. Après la messe. Tu vas voir, à l'église tout à l'heure, la population mâle noire de Memphis est dans une grande détresse. Parmi toutes les communautés américaines, nous sommes celles qui perdent le plus d'hommes à cause de la drogue, la violence, la prison et les meurtres. Les pères ne sont jamais à la maison. On se retrouve avec de jeunes hommes qui ont souvent 7 frères et sœurs nés de 3 ou 4 pères différents. Les pères ne sont pas là pour faire tourner la maison et ne soutiennent la famille ni financièrement ni sur le plan affectif. Ils ne sont même pas là pour apprendre à leur fils à devenir un homme. Et ça veut dire quoi pour vous être un parent noir? C'est toute ma vie. Tout ce que j'ai, c'est ces 3-là. Je veux les voir évoluer, grandir, être meilleurs que moi et leur mère, vivre davantage d'expériences, car ils ont beaucoup de talent. Parfois, on les couvre trop, mais c'est parce qu'on a peur pour eux. Pour l'ado noir, ici, c'est... T'as pas de deuxième chance, quoi, il m'a dit. Donc c'est pour ça qu'il serre les boulons, il a pas envie que son fils fasse de conneries, parce que t'as pas du tout la... Il y a encore un clivage qui est présent, quoi. T'as pas les mêmes chances. Et là, j'arrive à l'église et les mecs, tout le monde était sapé sur leur 31. Moi, j'avais encore la vision de celle que j'avais des films où on voit les églises black à Harlem ou dans le Bronx, où t'as les mamas qui chantent au fond et tout, qui déconnent et tout. En plus, je me disais bien à Memphis, quoi. Donc, il va y avoir une putain de bonne musique, ça va être l'ambiance. J'ai sombré pendant 1h30. J'ai failli m'endormir, mais j'ai lutté. Après la messe, c'était le Four Way, le restaurant du grand-père de Jerry. Et c'est là où il bosse avec son cousin, John. Et les deux bossent là avec le grand-père, ils font les serveurs un peu et pour gagner un peu d'argent. C'est comme ça qu'on serre la main au Four Way. Ok. On a servi un paquet de rois et de reines ici depuis l'ouverture en 1946. Comme qui? Le révérend Martin Luther King. Le King Elvis Presley. B.B. King. La reine Aretha Franklin. Et là, derrière toi, c'est ma reine, ma femme. Là, c'est une photo de Martin Luther King. Et vous l'avez rencontré? Ah, ça, oui. Il a déjà mangé ici? Oui, il venait tout le temps. C'était son resto préféré. Il adorait notre spécialité au poisson-chat et nos tartes citron maison. C'était un habitué. C'était un peu son QG. Il est même venu manger ici juste avant son dernier discours, le Mountain Top Speech. Ça s'est passé quelques rues plus bas, au Temple Mason. Comment vous avez vu évoluer le quartier? Quel changement vous avez vu à travers le temps, quoi? L'élection du président Obama n'aurait pas été possible sans la lutte et le rêve de Martin Luther King. Le simple fait que tu sois là aujourd'hui, c'est la preuve que les choses changent. Regarde le restaurant. Tu vois des frères et des sœurs noirs qui mangent dans la même pièce que d'autres groupes ethniques. On a encore des étapes à franchir, mais on a fait de gros progrès. Et la rencontre entre toi et mon petit-fils symbolise le prochain défi à relever, qui, à mon avis, sera économique. Le défi ne s'est pas arrêté avec nous, mais il commence avec vous. Comment je peux t'aider aujourd'hui dans ton restaurant, alors?
Voilà, tu as tout compris. C'est de ça qu'on parle, s'entraider. Hi, welcome to the... Bonjour, bienvenue au Four Way. Vous mangez sur place ou emporté? Pardon? Ici. Ici, ok. Juste une personne? Deux personnes. Excuse me. Je suis le nouveau serveur. 2 personnes? À l'intérieur? Eh non, 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 non. Un torchon qui tombe par terre, tu ne l'utilises pas pour la table. Ah, ok, d'accord. Eh, t'as pas besoin d'en prendre autant. Justin? Oui, s'il te plaît. Il me regarde méchant. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vu John faire ça depuis tout à l'heure et moi, quand je le fais, il m'engueule. Allez, je te mets un A+. Ah, c'est cool, merci. Bah là, je suis dans un camp près du Grand Canyon avec des jeunes super sympas. Ils m'ont vite intégré. Et pour tous ces jeunes, pendant leurs vacances, ils viennent bosser pour entretenir le Grand Canyon. Putain, je les comprends pas, quoi. Pourquoi ils font ça? Ils préfèrent aller avec les potes, moi, au bord de la plage. Là, ils se crèvent le cul à porter des bouts de bois. Sans déconner. Ils sont tarés, les gens. Sérieux, mais... I got caught. Tu peux y aller. C'est pas mauvais. Non mais essaye, mange. T'aimes pas? Pas la peine de tousser comme ça. Ouais, not good. Elle me taquine depuis tout à l'heure, me taquine. Si je dors pas loin, ça. Elle est pas comme les autres. Je vais au tact. Je vais au filingue. Oh putain! T'es chiante, toi! Je crois vraiment qu'elle veut flirter avec toi. Tu comprends ce que ça veut dire, flirter? Elle te veut, mec. Ouais, à mort. Moi aussi, je la veux, mec. Ouais, c'est quoi? Son nom? Tatiana. Tatiana. Mon doigt est au Mexique. Je suis allée au Mexique. Entre le Mexique et les États-Unis, t'as le président Bush Jr. qui a fait construire un mur de 1200 km, je crois, pour empêcher les Mexicains d'entrer illégalement. Et du coup, bah, t'en as plein qui meurent de faim ou de soif tous les jours parce qu'ils essayent de passer la frontière. Et Enrique Morones pour les aider à monter une association qui s'appelle les Anges du désert. Ce mur a été construit en octobre 1994. Avant sa construction, on déplorait 1 ou 2 morts par mois. Maintenant, c'est 1 ou 2 par jour. Ce mur n'a pas freiné les migrants, ça les oblige juste à traverser dans les endroits comme là-bas sur la colline, là où le mur s'arrête. Ils traversent dans le désert et il en meurt au moins 2 par jour. Pour éviter tous ces morts, on met des bidons d'eau dans différents endroits où on sait qu'ils traversent. Tu vas m'aider à les déposer. Tu peux en mettre ici. Ok. Tu vois ici, c'est typiquement un endroit où ils se reposent. Parfois, les groupes d'extrême droite, comme les Minutemen, percent les bidons avec leurs couteaux. C'est vraiment triste. Qui ça? Les Minutemen, les racistes. En fait, les Minutemen, excusez-moi, mais en fait, c'est juste des gros cons.
Il y a des capteurs dans le sol, ils sont enfouis. Quand on marche dessus, la police des frontières reçoit un signal, que ce soit un animal ou un être humain. Et tu vois, ces traces de voiture, c'est la police des frontières qui vérifie toutes les empreintes de pas. Ils passent régulièrement pour lisser la piste, avec un filet derrière leur voiture, comme ça ils voient mieux les empreintes. Tu verras, peut-être qu'un hélicoptère va passer. Regarde, il nous prend en photo. C'est pour nous qu'ils sont là. Tu vois, ils ont entendu nos pas, ils envoient l'hélico, puis la patrouille en voiture. Pour toi, c'est quoi le rêve américain? Ici, on ne peut pas vraiment parler du rêve américain, c'est plutôt le cauchemar américain. 10 000 personnes sont mortes, 20 000 sont handicapées, des dizaines de milliers sont séparés de leurs familles, de leurs enfants. Ce n'est pas le rêve américain, c'est un cauchemar. Il faut que ça change. No, I win, no? I win. Et voilà. Première partie en Amérique de Uno, j'y gagne. Thank you. J'avais envie d'aller au Civil Rights Museum, le musée des droits civiques, construit dans l'hôtel où Martin Luther King a été tué. Ça retrace toute la condition de l'homme noir depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Là, on voit le Ku Klux Klan, quoi. C'est chaud quand même, tout ça. Être noir, c'était pas facile, quoi. Ils en ont pris plein la gueule. Et là, t'as tous les exemples. Avec un bus pas mal où tu peux rentrer dedans, t'as Rosa Parks qui est assise et c'est la femme qui a déclenché le mouvement dans les années 50 parce qu'elle s'est assise à une place qui était réservée aux Blancs. Si vous ne libérez pas cette place, je vous fais arrêter. Lève-toi de là. Bah là, en 55, si tu bouges pas des places réservées aux Blancs, et ben les keufs peuvent venir te serrer, quoi. Tu peux aller au poste. Ils apprennent de leurs erreurs et ils n'ont pas peur de les reconnaître, quoi. Et, la mentalité américaine sur ce point-là, elle est quand même costaud, quoi. Après la visite du musée, j'ai pu rencontrer le révérend Kyle. Donc ce mec-là qui était un jeune révérend de 20 ans à l'époque, en 68, et qui a assisté au meurtre de Martin Luther King. Il était sur le balcon le jour du meurtre. La veille de son assassinat, le 3 avril, il a prononcé un grand discours, le Mountain Top Speech. Personne ne pouvait deviner que ce serait le dernier. Il recevait tellement de menaces de mort pendant cette période. Ce jour-là, il parla de la mort bien plus qu'à l'accoutumée. Le lendemain, il était de bonne humeur. Je suis arrivé vers 17 h. On est resté dans cette chambre 306. On plaisantait et on parlait chaleureusement de sa famille. Vers 17h45, on est sorti sur ce balcon. Il était là et moi j'étais à ta place. En sortant, il a commencé à saluer des gens dans la cour.
La cour était pleine. Il saluait aussi des gens qui passaient dans la rue. Alors j'ai commencé à marcher vers ces escaliers et à peine arrivé à cette chaîne, j'ai entendu un coup de feu. Je me suis retourné et l'impact de la balle l'avait projeté là-bas derrière. Il était étendu exactement à cet endroit. Son sang jaillissait de sa poitrine. Son visage était touché. Il avait la moitié de son visage arraché. Il y avait du sang partout. J'ai pris un drap sur un lit. J'ai couvert son cou. C'était incroyable et j'ai pensé, tu ne peux pas survivre après avoir perdu autant de sang. Tu peux tuer le rêveur, mais tu ne peux pas tuer le rêve. Le rêve est vivant et chaque génération doit le garder en vie. Parce que ce rêve n'est ni noir ni blanc, il est universel. Et c'est sur ta génération et la suivante que je compte pour faire ce qui est juste et garder ce rêve vivant. C'est quoi cette chose juste? Quand tu seras face à ce choix difficile, je suis sûr que tu trouveras la bonne réponse. « 10 000 personnes sont mortes depuis que le gouvernement américain a construit ce mur. Le tiers de ces morts n'est pas identifié. Une partie est enterrée ici et la première fois que je suis venu, il n'y avait qu'une vingtaine de tombes. Aujourd'hui, il y en a plus de 700. C'est le plus grand cimetière de morts sous X des États-Unis et ce n'est même pas un cimetière militaire. C'est un endroit complètement délaissé. Comme tu peux le constater, il n'y a pas d'herbe et tout est sec. C'est vraiment triste. Bah, tout ça, ça risque d'être rempli un jour, quoi. Puisque tous les jours, il y en a qui meurent en passant. Donc si on revient dans un an, bah, il y aura des croix de partout. C'est triste. Rêve américain. Je me dis que les États-Unis, c'est un pays comme les autres, c'est un pays réaliste, c'est pas le jardin d'Éden ici tous les jours, et c'est comme tous les pays du monde, quoi. T'as les trucs bien, t'as les trucs moins bien, et il faut réparer ces trucs moins bien. Donc c'est pas non plus le pays où tout est nickel, et ça je m'attendais pas à le voir, mais ça me conforte dans la pensée. Enfin, je me dis que en fait il y a nulle part où tout est nickel, et là je me dis que là il y a quand même un problème, quoi. Je sais pas pourquoi il y a un truc les États-Unis qui fait que, enfin pour moi ça restera toujours, je sais pas, partir aux États-Unis c'est waouh, quoi. Pour moi ça restera toujours un mythe les États-Unis, mais je pense que je savais qu'il y avait des mauvais côtés, mais que je les imaginais pas aussi hard, quoi. Le monde est dur, quoi. Je trouve que plus on grandit, plus on se rend compte que le monde il est complexe, il est difficile.
Et c'est sûr que c'est plus agréable de rester dans l'enfance et de rester un ignorant. Hein. Je pense que les gens les plus cons sont les plus heureux. Mais après, je pense que c'est important de savoir les réalités des choses. Qu'est-ce que tu penses des filles françaises? Tu comme ça. Thank you. I'm blushing. Oh putain, je suis toute rouge. Ça, c'est beau, ça. Si je te disais, viens avec moi en France. Je te dirais, toi, viens à Boston. Je lui ai appris le French kiss parce qu'au début, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Après, ça allait de mieux en mieux. Et elle avait le niveau à la fin. À la fin, elle avait le niveau. Et j'étais assez content. Ooh, baby, I was always there for you. Ooh, sugar, what more could I do but keep on trying?